Merci d'être avec nous à travers les antennes des médias leaders Truth TV et Watt FM. Vous êtes à votre émission d'analyse de tribunal. Cinquième et dernière convocation de la semaine. Nous sommes également accessibles à travers les plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Scarlett Ouedraogo, président de cette instance. Je suis avec les juges au siège, Bernard Bougma Geoffroy Vara. Bonjour et bienvenue. Bonjour président, bonjour juge Vara, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Alors, il faut retenir que les nouvelles réformes portant organisation du baccalauréat et le BEPC divisent la communauté éducative au Burkina Faso. Plusieurs syndicats du monde de l'éducation s'opposent à ces innovations qui, selon eux, laissent entrevoir un agenda caché. C'est notamment la position de la FSINTER, Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche. Son responsable aux relations extérieures est notre convoqué du jour, Ernest Traoré. Bonjour et bienvenue. Ok, bonjour, monsieur. Alors, vous aurez en tout cas ce temps d'antenne pour défendre votre argument devant les juges au siège, mais ça sera après cette brève transition. Ok. Et pour cette première partie, les avant-propos, nous allons donner la parole au juge au siège, Bernard Bougma. Merci président. Moi j'ai deux avant-propos. Le premier avant-propos c'est le Niger, où effectivement l'ancien président a créé sa fondation. Je vais parler de Maman Issoufou qui a lancé sa fondation. Donc fondation Issoufou Mamadou Issoufou, pardon. Pour éviter le FMI, il a créé FMI. Et Fonds monétaire international, lui, il a créé, il a remplacé les lettres, quoi, voilà. Mais bref, il y en a qui... Parce que nous, on est habitués à Issoufou Mamadou, mais maintenant, ça devient Mamadou Issoufou, donc bon, pour renverser les choses. Non, je me trompe là. Fondation Issoufou Mamadou. Alors que nous étions habitués à Mamadou Issoufou. Donc, le jeu de rôle, c'est que les uns les autres se disent que c'est pour ne pas prendre les sigles du FMI qu'il a fait ainsi. Bref, là, c'est le côté plaisantin, amusement de la chose, mais c'est quelqu'un qui est en train de donner, de montrer l'image qu'il y a naturellement une vie après la présidence. Donc on peut être utile aux autres après la présidence. Ce qu'on se pose comme question, c'est comment est-ce que ce fonds sera alimenté, mais c'est quelqu'un également qui est détenteur du primo Ibrahim. Par an, ce sont des devises qui lui seront versées. Je pense qu'on a plus de 200 millions qui sont versés avec ses avantages en tant qu'ancien chef de l'État et tout. Donc ce n'est pas une fondation qui va manquer d'être alimentée aussi. Puis c'est quelqu'un, bon, après 10 ans de pouvoir, et puis, alors qu'il est sur la scène politique depuis longtemps, c'est aussi des carnets d'adresses et des amis également qui pourront contribuer à travers cette fondation à en tout cas faire avancer un certain nombre de choses. Donc j'ai dit là que déjà il montre qu'il y a une vie après la présidence. Il n'attend pas de passer la main avant de lancer la fondation, c'est déjà chose faite. Bazoum également va hériter le fauteuil dans un contexte très difficile. Déjà lui-même il a été très contesté par la classe politique nigérienne, qui a multiplié les recours devant la Cour constitutionnelle, qui a fini par se lasser et à menacer de ne plus venir devant les grands juges avec effectivement un recours pour l'annulation de sa candidature. Donc il lui est taxé de ne pas être pur nigérien. J'ai dit bon, ça c'est nous, Africains. Donc on préfère applaudir Obama, Kenya, Trump, Autrichienne, Nicolas Sarkozy, qui vient également de notre pays à travers la Hongrie. Voilà, la Hongrie. Donc, ben c'est bon. Mais quand c'est chez nous, rapidement, et puis on manifeste, on occupe les rues pour ça, on part devant le juge pour ça, et puis bon, voilà ce qu'on a comme chose. Mais je n'ai pas dit que dans leur pays d'origine, ces présidents aussi n'ont pas eu de la fronde. Non, je n'ai pas dit qu'Obama n'a pas eu de la fronde, mais ce n'est pas à notre échelle. C'est-à-dire, il y a un premier recours qui est rejeté, un deuxième recours pour le même motif, bon après il faut arrêter. Donc il y a toute cette réalité là. Donc c'est dans ce contexte également que Bazoum, qui aussi connaît bien le Niger, pour avoir enseigné, pour avoir été plusieurs fois député, vice-président, ancien ministre, donc il connaît également le Niger. Ça, ce n'est pas c'est pas quelqu'un qui ne connaît pas le Niger. Donc avec tout ce qu'il y a comme aujourd'hui réalité de terrain, lutte contre le terrorisme et tout, donc c'est quelqu'un qui connaît un pays qu'il prend dans des conditions également très difficiles. Et donc ce qu'on nous souhaite, c'est bon vent, mais que les Nigériens aussi se mettent en tête que bon, ainsi va la vie, c'est aussi la démocratie. Donc ça ne va pas être
ça ne va pas être une partie de plaisir, en tout cas pour Bazoum. Mais bon, je pense que l'essentiel, c'est de pouvoir garder le cap et faire correctement son travail. Si le travail est correctement fait, si la bonne gouvernance est promue et qu'après les Nigériens se rendent compte qu'effectivement il y a une amélioration de leur quotidien, naturellement il y a des combats qui ne vaudront plus la peine d'être menés. Qu'à un moment donné vous voyez que vous allez taper, personne ne va sortir. Mais si ça va continuer dans la même façon de faire, là effectivement les Nigériens n'auront le choix que effectivement de se plaindre. Deuxième avant-propos, j'ai deux, excusez-moi, ce matin, c'est la Guinée Conakry du professeur Alpha Condé qui se plaint de son voisin sénégalais et qui se plaint parce qu'à tout moment les attaques viendraient du côté du Sénégal qui a fermé la frontière. Mais c'est bien, il ne peut en être autrement compte tenu de la situation. Alors que le même Condé a oublié que dans les années 80, c'est le Sénégal qui lui offrait gîte et couvert. L'ambassade du Sénégal à Conakry a servi de refuge par moment à ce monsieur-là. Mais bon, aujourd'hui nous sommes à une autre dimension où monsieur a brigué un troisième mandat sur fond de contestation avec des personnes qui ont été laissées, qui ont été enterrées. Donc dans ces conditions, il ne peut pas se rappeler. Parce que qu'est-ce qui fait fermer la frontière? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des uns et des autres qui veulent effectivement commencer à attaquer? Je pense aussi qu'il ne faut pas regarder loin. Il doit aussi s'interroger sur comment est-ce que les choses se sont passées. Mais bon, l'homme politique étant ce qu'il est, c'est pas étonnant. Mais ça irrite les Sénégalais. Mais bon, Condé n'en a cure. S'il a pu briguer son troisième mandat, aux grandes dames de ce qui s'est passé au Sénégal, ce n'est pas ça qui lui fera reculer. En tout cas, merci pour ces lectures de l'actualité internationale qui concerne le Niger et puis la Guinée. Juge Vara, qu'est-ce qui a retenu votre attention pour cette dernière convocation de la semaine? Oui, merci Président. Moi j'aurais aussi deux avant-propos. Bon, je dis deux, mais en fait un, je vais m'arrêter sur le Niger aussi, puisque c'est quand même quelque chose d'historique. En 60 ans, c'est la première fois qu'un président élu passe la main à un autre président élu. Et je crois que ça, c'est déjà un message fort. C'est dans un contexte qui est aussi particulier, comme le disait tout à l'heure Bernard Bougma, et on sait que Bazoum aura à faire face à des éléments qui sont quand même assez majeurs. La contestation de son élection. Donc il y a une dynamique de légitimation, on va dire comme ça. Et puis deuxième élément, vous voyez le 25 mars dernier, les 53 députés de l'opposition, ils ont boudé la première session parlementaire qui devait y avoir. Donc il y aura un enjeu sur ce chapitre-là. Et puis il y aura aussi forcément celui terroriste, parce que les choses sont montées crescendo au Niger en matière d'attaque et tout. Donc on va dire que le défi à relever pour Bazoum, il est vraiment là, il est majeur. Tout ce qu'on pourrait espérer pour le peuple nigérien, c'est qu'il puisse évidemment mener ce pays-là de la meilleure des façons. J'ai dit deux avant-propos. L'autre, c'est la visite au Mali de la ministre française des Armées, Florence Parly. J'avais ici abordé en avant-propos les résultats des enquêtes menées par la MINUSMA sur la fameuse frappe qu'il y a eu dans ce village de Bounti. 19 morts. Les Maliens, on les a entendus, c'était un mariage. Les Français disent c'est une rencontre de djihadistes. Et les enquêtes de la MINUSMA concluent que c'était bel et bien un mariage, mais qu'il y avait 5 personnes qui étaient armées. Et il y avait l'une de ces personnes dont l'arme était même d'ailleurs visible. Et aux conclusions de la MINUSMA, c'est des personnes qui seraient arrivées même dans le village le jour même, c'est-à-dire le matin, et qui appartiendraient à une katiba et tout. Donc les témoignages et ce qui a été raconté jusqu'à présent a été donc corroboré par cette enquête-là. Et Dame ministre arrive au Mali, qu'est-ce qu'elle dit? Je le réaffirme ici avec force, les forces armées françaises ont ciblé un groupe terroriste qui avait été formellement identifié comme tel. C'est-à-dire, balai du revers de la main, les résultats de l'enquête. Deuxième élément, c'est qu'il y a beaucoup qui disaient que les vols, notamment de ces hélicoptères français, se faisaient à basse altitude. Elle dit les avions ont la capacité d'aller très haut. Bon, c'est pas une question de capacité. On dit vous étiez à basse altitude. Et il y a le dernier point qui m'encourage quand même. Quand on sait qu'ils ont par devers eux tout ce qui est vidéo et autres pour corroborer leur dire.
Donc, est-ce que c'était une rencontre des djihadistes, comme ils le disent, parce que c'est le thème qui est employé, ou bien c'était vraiment un mariage et autres? Et à la réponse, quelqu'un dit: aucune armée au monde n'a l'habitude de mettre sous les yeux de son ennemi les éléments qui lui permettent de comprendre ce que nous savons de lui. C'est-à-dire que la question, c'est si vous avez des éléments qui corroborent que c'est vraiment une rencontre de terroristes, ou bien c'était une manifestation de terroristes, pourquoi est-ce que vous ne montrez pas soit les images, les éléments que vous avez par devers vous? C'est-à-dire, en clair, quand vous écoutez le message, je ne sais pas si je peux appeler cela de l'insulte, mais c'est pas loin de ça. C'est quand même révoltant que ça se passe ainsi. Vous êtes une force qui vient apporter de l'aide à une armée qui existe aussi, qui est régulière, à des forces qui existent et à un peuple qui est indépendant aujourd'hui. Vous ne pouvez pas mener une attaque de ce genre. Il y a 19 morts. On vous dit que c'est des civils. Il y a eu 19 civils qui sont tués. Et vous dites, vous ne pouvez pas donner vos informations aux ennemis. Mais ce n'est même pas les ennemis qui demandent l'info. Je crois aussi que les Maliens ont besoin de savoir. Je ne sais pas, dans le discours quelque part, est-ce qu'il n'y a pas de... Il y a cette suffisance, il y a tout ça là qui est le symbole d'un genre de comment dire cela, c'est pas joli, c'est pas bon. Et après on dit il y a un sentiment anti-français. Non, il y a un respect que quelquefois les autorités françaises n'ont pas vis-à-vis de l'autre. Et qui ont l'impression qu'ils sont encore dans la situation où les États africains sont un prolongement de leur France. Mais à la vérité aussi, c'est ça. Quand vous voyez toutes ces marches pour dire non, c'est mieux qu'ils retournent, parlant de ces armées françaises, c'est ça le fond. Quand vous êtes incapable de protéger votre peuple, ceux qui viennent vous aider à la fin vous insultent. Et c'est ça qui est en train d'arriver. Et dans le cas malien, moi je dis, ça fait très mal quand on voit ces sorties-là. Je ne sais pas si ça s'était passé sur le sol français, si c'est des choses qui auraient pu être dites. Mais ça révolte. Mais à qui s'en prendre si ce n'est à nous-mêmes? Si on était capable d'avoir une offre qui soit intéressante aux réalités que nous avons aujourd'hui, on ne serait pas dans cette situation où il y a des manques de respect qui sont aussi criards. Mais c'est nous qui l'avons cherché. D'accord. Alors c'est votre coup de gueule, on va le dire comme ça, sur l'actualité malienne. Merci à messieurs les juges. Nous allons à présent nous attaquer au sujet qui a été enrôlé pour cette convocation. On le disait à l'entame de cette émission. Nous allons en tout cas parler des décrets relatifs à l'organisation des examens et concours scolaires. Il s'agit entre autres, pour être plus précis, du décret portant organisation du brevet d'études du premier cycle BEPC par les directions provinciales et non les directions régionales, et l'organisation du baccalauréat par le ministère de l'Éducation nationale. Et je le rappelle, notre convoqué du jour est responsable aux relations extérieures de la FSINTER, Monsieur Traoré. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Déjà, première question. Monsieur les juges. Bonjour. Merci. D'accord. Première question, on parle de réforme concernant le baccalauréat et le BEPC. Est-ce que votre structure en tant que syndicat a été impliquée justement dans les prises de décision concernant justement ce dont nous parlons? Ok, avant de répondre à votre question, permettez-moi de remercier une fois de plus la chaîne True TV pour cette invitation. La chaîne True TV nous donne encore l'opportunité de nous exprimer par rapport donc, à ces différentes réformes. Et à propos donc, de la question, nous dirons tout simplement que, comme nous l'avons déjà dit sur certaines chaînes, nous n'avons pas été impliqués dans la prise de ces décisions-là. D'accord. Oui. Nous aurons l'occasion de rentrer en profondeur sur le sujet, mais peut-être des questions de généralité, monsieur les juges. Moi, j'aime pas. D'accord. Juge Varin. Peut-être qu'on va aller directement. D'accord. Comme ces derniers temps, bon, il ne rit pas trop dans les brancards. Ok. Alors, quelle est aujourd'hui la position de la FSINTER concernant justement ces deux réformes qui concernent le baccalauréat et l'organisation du BEPC? Bien, à propos concernant la réforme du baccalauréat, notre position est claire. Nous souhaitons que le baccalauréat reste toujours le premier diplôme universitaire qui sanctionne la fin des études du second cycle et qui donne accès automatiquement donc à l'université. Voilà. Et ça, c'est notre position. Parce que quand on regarde un peu le contenu de la réforme, on dit qu'à partir de 2022, l'organisation du baccalauréat sera arrimée au MENAPL. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on dit que désormais, le baccalauréat sera considéré comme un diplôme de fin de cycle
secondaire. Donc si le baccalauréat est considéré comme étant un diplôme de fin de cycle du secondaire, la question qu'on se pose, comment est-ce que le nouveau bachelier donc pourra avoir accès à l'université, c'est d'autant plus que l'université également donc est un autre cycle, donc c'est l'enseignement supérieur. Alors, la question que vous posez a trouvé réponse avec la sortie des deux ministres concernés. Ils ont donné des arguments, ils estiment que cette inquiétude-là n'a pas sa raison d'être, puisque justement il n'y aura pas de contingentement, il n'y aura pas de test d'accès aux universités publiques. Vous vous inquiétez de quoi? Monsieur le Président, mais c'est à vous également d'analyser en fait les réponses du gouvernement. Je pense que c'est tellement simple. Si on dit que c'est un diplôme de fin de cycle, c'est clair. Un diplôme de fin de cycle, c'est un diplôme de fin de cycle. Cela voulait dire que quand vous changez de cycle, il y a de nouvelles conditions. Prenons l'exemple du LMD. Le LMD, c'est licence, master, doctorat. C'est le même principe. Si vous avez donc la licence, vous n'avez pas droit automatiquement au master. Si vous avez le master, vous n'avez pas droit automatiquement donc au doctorat. Donc, il y a des conditions. Donc, le fait de dire que le baccalauréat sera désormais considéré comme un diplôme de fin de cycle du secondaire, c'est clair. On n'a pas besoin encore de tergiverser là-dessus. Maintenant, les propos des deux ministres, en fait, je pense que ça ressemble un peu à de la duperie en réalité. Ils veulent tout simplement amener la communauté éducative à accepter la réforme, et sur le terrain, maintenant, les gens seront confrontés au fait établi. Voilà. Nous pensons que c'est du maçon tout simplement. Il dit c'est un diplôme de fin de cycle du secondaire. C'est clair. Voilà. D'accord. Monsieur les juges, voilà qui est clair. On a un peu une idée de la position de la FSINTER. Oui, je crois que sur la question du baccalauréat, il y a beaucoup de façons de voir qui sont partagées là-dessus. Même sur ce plateau, on a déjà reçu un fervent défenseur de ce que Michel Boudou, de ce que le baccalauréat soit dans les faits. Ce qui sanctionne une fin de cycle, il dit bien dans les faits, et ce n'est pas si illogique que ça, parce que même quand on vous demande, et il le rappelait, que vous avez une fiche à remplir après le bac, ou quelques années après, on dit diplôme, quand on met la case diplôme universitaire, je ne pense pas que vous vous amusez à mettre baccalauréat, à commencer par remplir par le baccalauréat et autres. Bon, à vous mettez baccalauréat. Oui, on met le baccalauréat. Si vous remplissez, je suis désolé, mais je pense qu'il suffit donc de regarder un peu donc le format des CV à l'université. Quand vous voyez par exemple le cursus scolaire universitaire, quand vous allez au niveau du cursus universitaire, la première case, en fait, donc le premier diplôme universitaire sur le baccalauréat. Et après, maintenant, donc, vous allez donc remplir les autres diplômes que vous avez obtenus. Voilà. Et je dis, par rapport à la question du baccalauréat, il ne faut pas qu'on tergiverse trop. En fait, le baccalauréat, c'est d'abord, ce diplôme, ce n'est pas nous qui l'avons créé. Voilà. Donc, il existe. Et c'est une création d'un Français dans les années 1808. Et selon, en fait, donc, le statut de ce diplôme, donc il y a deux vocations. Il y a d'abord donc la vocation donc, de fin de cycle des études du secondaire, et ensuite la seconde vocation, ça donne accès libre en fait donc à l'université. C'est-à-dire que si à la fin des études du secondaire l'élève est admis au baccalauréat, il sanctionne la fin de ses études secondaires et automatiquement il a droit il a accès à l'université. C'est ce que nous souhaitons au niveau du Burkina. Maintenant, le baccalauréat qu'on veut nous proposer, est-ce que ça sera un baccalauréat made in Burkina Faso? Nous disons non. Nous voulons tout simplement que le baccalauréat qui sera toujours délivré en 2022 soit toujours un baccalauréat qui va permettre au nouveau bachelier de pouvoir s'inscrire au niveau de l'espace francophone. Comme je l'ai dit, ce n'est pas nous seulement donc, qui avons adopté donc, ce système. Nous souhaitons que le jeune burkinabé qui va avoir dans ce baccalauréat puisse continuer de s'inscrire dans l'espace francophone et également donc puisse également donc s'inscrire donc là où il veut. Voilà, parce qu'il y a des équivalences. Voilà. Maintenant, la manière dont nous voulons faire au Burkina Faso, nous avons des inquiétudes. Voilà.
D'accord. Juge, va peut-être des précisions. Oui, moi peut-être que petit à petit on va revenir sur la question de l'accès à l'université. Je crois que là-dessus le ministre a donné aussi ces éléments de réponse. Je continue dans l'argumentaire que nous recevons très souvent pour ceux qui disent c'est naturel qu'il y ait cette réforme-là. C'est que quand vous prenez le cas du baccalauréat, ça sanctionne à la fin ce que vous avez eu comme capacité en terminale. C'est ça. C'est qui est la fin d'un cycle. C'est ça. Et il y a des messieurs qui vous encadrent. Il y a des messieurs qui proposent des sujets qui sont retenus, sur lesquels vous êtes évalué. Et à la fin, il y a quelqu'un d'autre qui vient signer votre document. Est-ce que ce n'est pas un peu justice que celui qui vous évalue soit celui qui vous sanctionne? Je rappelle tous les arguments. Vous savez pourquoi je souris? Parce que tout simplement, jusqu'à présent, il y a plusieurs acteurs donc, qui ont été toujours impliqués dans l'organisation du baccalauréat. Et à notre connaissance, il n'y a pas encore eu de problème, de difficulté majeure entre les différents acteurs donc, qui organisaient le baccalauréat jusqu'à présent au niveau du Burkina Faso, à notre connaissance. Voilà. Et quels sont ces acteurs? Je vais dire le juge ne veut pas donc les nommer. En fait, les acteurs sont les acteurs donc, de l'enseignement secondaire, qui sont donc les enseignants et les encadreurs pédagogiques. Nous avons également donc les enseignants à l'université. Et si on prend par l'organisation du baccalauréat, il y a plusieurs étapes. Nous avons par exemple l'étape de la proposition, comme l'a si bien dit le juge. Nous avons l'étape de la proposition des sujets qui seront administrés au cours de l'examen. Et cette étape, effectivement, elle est réalisée en partie par les anciens du secondaire parce que ce sont eux qui tiennent effectivement les classes de terminale. Bien, maintenant, une fois que les sujets sont proposés, il y a maintenant l'étape de la sélection. Donc il y a des commissions de sélection qui sont mises en place. Et dans les commissions de sélection de ces sujets, il y a encore les enseignants du secondaire, mais cette fois-ci, il y a l'implication des universitaires qui sont les responsables de ces commissions-là. Parce que comme on le dit, le bac a une double vocation. Ça sanctionne les études du secondaire, mais également ça doit donner accès à l'université. Donc pour que ça puisse donner accès à l'université, pour que ce diplôme puisse être reconnu par la communauté universitaire, il faut l'implication des enseignants d'université. C'est en cela que les commissions sont dirigées par des professeurs d'université pour essayer effectivement donc de faire le choix en tenant compte du programme dispensé et en tenant compte également donc, du niveau que le nouveau bachelier doit avoir pour pouvoir accéder à l'université. Et ensuite, maintenant, donc, une fois donc, que la sélection des sujets est faite, nous passons maintenant à la dernière étape, qui est donc l'étape du déroulement effectif des épreuves écrites. C'est à ce moment où, effectivement, vous avez encore des compositions de jury, je précise, des compositions de jury, et ces jurys encore sont dirigés par des enseignants à l'université. Et dans ces jurys encore, il y a encore les correcteurs, parce que les correcteurs sont membres du jury du baccalauréat, et les correcteurs, ce sont les anciens du secondaire qui ont, la plupart des cas, ce sont des anciens donc, qui ont tenu des classes de terminale, qui savent en fait donc le contenu des enseignements dispensés. Et en plus donc, de ces membres, donc, il y a encore les encadreurs pédagogiques qui supervisent donc, la correction donc, des copies lors du déroulement de ces épreuves-là. Évidemment, quand les épreuves donc, le déroulement donc, des épreuves donc, est terminé, il faut maintenant donc, faire donc, la délibération. La délibération donc, des résultats. La délibération donc, c'est fait encore par les membres donc, du jury. Et après la délibération, nous avons la proclamation des résultats qui est publique.
Et la proclamation, effectivement, est faite par, généralement, le secrétariat du jury, qui est donc assuré, dont la présidence est assurée toujours par le président d'université, par l'ancien d'université, et bien sûr assisté bien sûr donc par des secrétaires du jury, qui sont généralement également donc soit des enseignants du secondaire ou en fait donc toujours des enseignants d'université. Et après la proclamation des résultats maintenant, les attestations sont délivrés, les diplômes, les attestations sont délivrés par l'université, signés donc par l'enseignant d'université qui représente le président de l'université. Parce que tout simplement, c'est le premier diplôme universitaire. Voilà. La preuve, quand vous prenez toujours le cas du Burkina Faso, au moment où on n'avait pas d'université, les bacheliers au Burkina, comment le bac était organisé avant 1974. La plupart des gens qui ont eu le bac avant 1974, parce que notre université date de 1974, le bac était organisé, par exemple, en grande partie par l'université d'Abidjan, au Burkina. Mais en ce moment, il y avait l'enseignement secondaire au Burkina. Donc tous ceux qui ont eu le bac avant 1974, regardez, cherchez donc à avoir en fait donc leur diplôme ou autre là, ça porte en fait la mention Université d'Abidjan. Donc pour vous, le système marche bien, pas besoin de réformer. À notre connaissance, on n'a pas besoin de réformer. Maintenant, nous, ce que nous voulons savoir, pourquoi cette réforme-là? Il faut que le gouvernement nous dise qu'est-ce qui n'avait pas marché avant et qu'est-ce qu'ils veulent apporter comme innovation, qu'est-ce qu'ils veulent apporter comme solution. On va permettre à Jean de préciser sa question. Oui, ce que notre convoqué du jour dit, c'est il ne faudrait pas qu'on tourne, c'est très exact, parce que le ministre lui-même, dans ses propos, il disait les différentes épreuves feront l'objet de commissions de choix et d'élaboration composées d'encadreurs pédagogiques et d'enseignants sous la responsabilité d'un inspecteur de la discipline concernée et non d'un enseignant-chercheur. C'est ça. Maintenant, il n'y a plus l'enseignant-chercheur. Et là, c'est vrai que c'est un changement majeur. Et un peu avant, il parle même d'ailleurs de la création d'une direction de l'examen du baccalauréat. Mais à la fin, il dit c'est une promesse de campagne. Moi, je vois que notre convoqué sourit. Pourquoi? La question de promesse de campagne, la nouvelle, ça nous convainc pas. C'est cela que ça me fait sourire. Monsieur le juge, au Burkina, il y a combien d'électeurs qui vont aux urnes sur la base en fait des promesses de campagne? Ça c'est un. Deuxièmement, ce n'est pas parce que c'est une promesse de campagne que c'est forcément une bonne promesse pour donc l'ensemble du peuple burkinabé. C'est ça. Parce que si on dit que c'est une promesse de campagne, donc ça veut dire que le président de toute façon a été élu donc sur la base de cette proposition de réforme. Donc par conséquent, il faut coûte que coûte l'appliquer, même si cette réforme va causer beaucoup plus de dommages au système éducatif. Nous disons non. Le fait qu'ils disent que c'est une promesse de campagne, vraiment quand nous avons appris cela, nous sommes tombés des nues. Parce que nous on sait très bien qu'il y a très peu d'électeurs qui partent dans les urnes en se basant donc sur les promesses de campagne. Ben, nous savons bien qu'il y a pas mal de promesses de campagne qui sont faites, mais après donc, les élections, ça tombe dans les oubliettes. Est-ce que la FCT même savait que c'était une promesse? Bien sûr, nous le savons. Ah, la dernière fois même, j'ai dit ça donc sur la chaîne Savane FM. Oui, nous le savons. C'est pour ça que nous disons en fait que c'est quelque chose qui a été déjà donc préparé et nous, en réalité, quand ils disent effectivement que c'est une promesse de campagne, on comprend aussi cela. Parce que c'est en droite ligne donc, des politiques au niveau libéral. Parce que quand vous regardez un peu, effectivement, donc, ce qui est dit dans la promesse de campagne, c'est par rapport donc, au système éducatif, ce n'est rien d'autre que la poursuite de l'application des programmes d'enseignement structurel au niveau du système éducatif. Si vous prenez la loi d'orientation de 2007, la loi numéro 13, qui date de 2007, effectivement là-bas, il est bel et bien dit que le baccalauréat donc, sera considéré comme un diplôme de fin de cycle. Ça c'est depuis 2007. Maintenant, comment ils ont fait? Maintenant, ils sont passés donc par le supérieur et c'est dans la même loi où
en fait, donc, nous avons fait des informations sur l'application du système LMD. D'accord. Vous estimez que cette réforme-là n'est pas nouvelle parce qu'elle avait été tentée en 1999-2000? Bien sûr. Voilà. Encore, c'est pour cela que nous disons que, en fait, ce n'est pas nouveau. C'est ça qui nous réconforte dans notre position. Ça, on a tenté en 2019-2020, en voulant donc instituer un bac qu'on a qualifié de bac au SECOS, parce qu'on voulait donc que l'Office central des examens et concours du secondaire puisse organiser ce baccalauréat. Et ce baccalauréat, effectivement, allait être considéré comme étant, comme ce qu'il veut faire en 2022, comme étant le diplôme de fin de cycle secondaire. Et en ce moment, qu'est-ce qu'il allait faire? On allait avoir deux types de bacheliers. On allait avoir des bacheliers intramuros, c'est-à-dire que des bacheliers qui allaient avoir la possibilité de s'inscrire à l'université, et des bacheliers extramuros qui n'allaient pas avoir cette possibilité d'être présents physiquement donc, à l'université, mais on allait trouver des mécanismes donc, pour qu'ils puissent suivre des cours étant chez eux. Donc à ce moment, on les appelait dans des bacheliers intramuros, extramuros. C'est le même système donc, qui revient. Voilà. Mais cette fois-ci, ils ont tiré le sort de ce qui s'est passé en 99-2000. Maintenant, ils veulent utiliser la DUPI pour faire passer en fait donc la même réforme. C'est votre conviction? C'est notre conviction. Ok. Juge Bouma. Merci, Président. Bon, moi, je pense que tout ceci est la conséquence de comment est-ce que nous, on perçoit la formation des jeunes et qu'est-ce qu'on veut pour notre pays. Je pense que c'est cela. Sur tout le débat, qu'il soit la conséquence de l'impérialisme ou ceci, le diplôme d'ailleurs, il ne vient pas de nous, il vient de la France. Donc, c'est depuis l'époque napoléonienne on a ce diplôme qui a connu plusieurs péripéties. Au plan international, avec d'autres pays, c'est des équivalences parce qu'ils n'en ont pas. Donc, c'est aussi l'histoire d'un pays, c'est la culture d'un pays. C'est un diplôme qui est lié à l'histoire et à la culture d'un pays, la France, qui nous a colonisés, nous avons hérité. Il disait effectivement que nos premiers bacheliers c'était à Abidjan, c'est normal, parce que certains c'était à William Ponty aussi, que le CEP aussi avait été passé. Donc on n'avait pas les infrastructures, et ça c'est normal que certains fassent le bac à Abidjan, parce que les aînés avaient fait William Ponty Dakar. Donc petit à petit, voilà, et jusqu'à une date récente, pour faire certains diplômes, il fallait toujours aller de l'autre côté. Les premiers docteurs en philosophie, en sociologie de l'université de Ouagadougou ne datent pas de longtemps. Donc il y a cette dynamique là aussi de la construction de l'expertise locale pour pouvoir répondre aux besoins qui est un système qui se fait étape par étape. Et donc ça, c'est un constat qui est là. Mais maintenant, je pense que l'enjeu majeur, c'est qu'est-ce qui va changer pleinement. La conséquence, c'est quoi? On dit que pour vous, c'est un diplôme de fin de cycle aussi, et ça change quoi fondamentalement pour l'étudiant burkinabé? Moi, ça change quoi fondamentalement? Ok. Merci bien, monsieur le juge. Vous l'avez si bien dit. Si on dit que c'est un diplôme de fin de cycle secondaire, le nouveau bachelier, comment il va pouvoir avoir accès à l'université? C'est là où se trouve tout le flou. Alors qu'à la conférence de presse, le ministre a dit que pour le moment, le problème sur quelle base? Qu'est-ce qu'il a dit oralement? C'est quelle base? Quelle preuve? Vous avez eu accès au décret, je suppose. Quel décret? Les 3 décrets qui concernent cette affaire-là. Est-ce que... D'abord, je précise que le décret, pour le moment, là, le décret sur l'organisation du baccalauréat n'est pas encore signé. C'est l'ancien décret qui est tout d'actuel, le décret de 2006. Le décret dont on parle, c'est le décret portant attribution des membres du gouvernement, qui date donc de février 2021. C'est à ce niveau, c'est pour nous déjà en faire que le gouvernement vraiment est dans une stratégie. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord, normalement, on devait s'attendre à ce que le nouveau décret, ce décret va entraîner la modification du décret 2006 qui consacre en fait l'organisation du baccalauréat au Burkina Faso. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent d'abord le décret portant attribution des membres du gouvernement pour dire que désormais, l'organisation du baccalauréat sera arrimée au MENAPL. Et ils ne donnent pas plus de détails, de précision. Et heureusement, avec dans les mouvements des étudiants et des élèves, autant pour moi, et avec donc les différentes interrogations au sein de la population, le gouvernement était obligé de sortir en fait de sa stratégie. En fait, le gouvernement a plus ou moins dévoilé en fait donc sa stratégie en fait qu'il est en train de dérouler en cachette en réalité. Maintenant, et au cours de la campagne, ils ont été plus clairs.
que le décret. Ils ont dit, en réalité, à partir de 2022, le baccalauréat sera considéré comme un diplôme de fin de cycle. Et quand on dit que c'est un diplôme de fin de cycle, c'est assez clair pour nous. Il y a des implications. Il y a des implications. Parce que nous voulons savoir, si on dit que c'est un diplôme de fin de cycle secondaire, comment est-ce que les étudiants vont faire pour pouvoir avoir accès à l'université? Il dit qu'il n'y aura pas de... Mais ce n'est pas vrai. La preuve, le cas du NMB. Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin de dire à un étudiant qui a la licence que ce n'est pas ce qu'il pourra faire dans le master? C'est un fait. Parce que tout ça dans la réalité, pour pouvoir vous inscrire dans un master, il y a des conditions. Par exemple, pour pouvoir ouvrir une filière dans un master, il vous faut un certain nombre d'anciens de rang A. Or, dans nos universités, il y a très peu d'anciens de rang A. Donc du coup, si vous déposez votre dossier pour faire le master, de façon pratique, on ne peut pas prendre le maximum d'étudiants en master. La preuve, près de 80% des gens qui ont la licence ne peuvent même pas faire le master. Parce que il n'y a pas assez d'anciens de rang A. Ensuite, les conditions d'accès au master ne sont pas données à n'importe qui, parce qu'il faut payer. La plupart des masters que nous connaissons, ça tourne autour de 500 000, des fois même ça part au-delà du million. Il y a combien de gens qui peuvent faire dans le master? Après le master, si vous allez à vous inscrire au master, une fois que vous avez le master, mais le doctorat également, c'est un autre cycle. C'est ça. Donc à chaque fois qu'on dit c'est un diplôme de fin de cycle, et que vous devez changer d'un cycle à un autre, il y a toujours de nouvelles conditionnalités. Mais justement, c'est ce que j'ai dit. Le diplôme, il existe, j'ai dit bien, ça fait plus de 200 ans que ça existe. Ok. 212 ans, selon l'histoire. Oui. Donc, et qui a évolué. Oui. Et là où il est né, en France aujourd'hui, certaines écoles ne le passent même plus. Non. Ils proposent pour l'accès des concours, des examens spéciaux, et vous rentrez sans forcément même faire le baccalauréat. Donc, c'est-à-dire, il y a une réforme qui s'adapte aux exigences du moment, aux réalités actuelles par rapport au futur qu'on veut bâtir. Et c'est là, ma question par rapport à qu'est-ce qui change fondamentalement pour le jeune Burkinabé. Est-ce que le problème de l'accès à l'université, il est véritablement un problème? Et en quoi est-ce que c'est un problème? En fait, ça, c'est important pour nous de le savoir. Bon, on a, sur ce plateau, on a eu André Genil Boudot, avec qui qui a ouvert d'ailleurs le bal des émissions dans le cadre, aujourd'hui c'est le syndicat, mais il y a aussi en sixième, il y a l'entrée en sixième, il y a l'entrée en seconde. Maintenant, alors est-ce qu'il faudrait un test pour aller à l'université? Si oui, le reste on a fait quoi? Je pense que ces questions également méritent d'être posées. Est-ce que vous avez eu l'occasion aussi de poser cette question? Au cas où effectivement c'est un test qui va faire que des jeunes entrent à l'université, le reste on a fait quoi? Parce que ça aussi c'est une bombe à retardement. J'ai dit de l'autre côté ils ont réformé, mais il y a un système qui permet de canaliser les autres. Et les autres également peuvent toujours faire le baccalauréat et puis continuer. D'accord. Voilà. Docteur Traoré. Oui, c'est la question qu'on se pose. Nous disons en fait, on attend de voir la suite des événements, puisque le gouvernement dit qu'il n'y aura pas d'implication. Et nous disons que c'est faux. Il y aura bel et bien des implications. Parce qu'ils ont dit que c'est un diplôme de fin de cycle de secondaire. Maintenant, comme l'a dit le juge Bougouma, effectivement, quelles seront les conditions d'accès à l'université? C'est au gouvernement de nous donner des précisions. Parce que nous disons, si le bac est un diplôme de fin de cycle secondaire, automatiquement, tout bachelier ne pourra pas avoir accès systématique à l'université. C'est une conséquence donc, de cette réforme. Voilà. C'est vrai que quand on écoutait le ministre, pour ne pas se répéter, il voulait rassurer encore que ça n'allait pas être le cas. Maintenant, bon, je sais que notre invité n'a pas confiance en cela. Il ne prend pas cela comme parole d'évangile. Mais moi, je vais poser une question. À un moment donné, votre argumentaire, vous disiez, si nous, on entrait dans ce système-là, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence pour nos bacheliers qui voudraient aller ailleurs ou quoi que ce soit. C'est ça. Mais je veux que vous nous dites si c'est vrai ou pas. Oui. Mais moi, j'ai devant moi le discours même le discours écrit du ministre pendant son point de presse avec eux. Et il y a une partie où il dit ceci: au niveau de l'espace UEMOA, le Mali, le Bénin et la Côte d'Ivoire présentent déjà
un modèle d'organisation du baccalauréat entièrement assuré par le ministère en charge de l'enseignement secondaire. C'est vrai? C'est pas vrai? Merci bien, monsieur le juge. Moi, je vous retourne la question aussi en tant que journaliste. Vous avez la possibilité de vérifier ces informations. Et c'est pourquoi nous disons que vraiment, c'est dommage, en tant qu'acteur du système éducatif, des fois, d'entendre certains premiers responsables, de surcroît des anciens, souvent dire un certain nombre de choses que tout le monde peut vérifier. Les pays qu'ils ont cités là, vous pouvez vous renseigner. En Côte d'Ivoire, Mali, Bénin, voilà, Côte d'Ivoire. Renseignez-vous. Le bac est organisé comment au Mali? Le bac est organisé comment en Côte d'Ivoire ou autre? C'est toujours, et ce qui est très intéressant, c'est que dans la plupart de ces pays-là, en fait, il y a plusieurs ministères au niveau du système éducatif comme au Burkina. Donc, ce qui fait qu'à ce niveau, le baccalauréat est organisé donc par plusieurs ministères au niveau de ces pays-là. Et ce n'est pas rattaché au niveau du ministère. Et du reste, nous disons que ce n'est pas une question de ministère. Mais on pourrait dire, ça pourrait être un seul ministère. Dans certains pays, nous avons un seul ministère de l'éducation nationale qui s'occupe donc de tous les niveaux du système éducatif jusqu'au niveau donc du supérieur. À ce niveau-là, ça ne pose pas de problème. Nous, notre problème, ce n'est pas parce que l'organisation du baccalauréat sera arrimée au MENAPL. Notre problème, c'est que à partir de 2022, le baccalauréat sera considéré comme un diplôme de fin de cycle secondaire. Et quelles seront donc les implications en fait donc de cette nouvelle réforme-là? C'est là où nous disons que le gouvernement ne dit pas la vérité à l'ensemble de la communauté universitaire. Parce que quand on dit fin de cycle secondaire, quand vous changez de cycle, il y a de nouvelles conditionnalités, même si ce n'est pas dit. Si ce n'est pas dit. Voilà. Donc maintenant, et par rapport effectivement donc à ces pays, nous disons que ce n'est pas vrai. Vous pouvez donc vérifier. Voilà. Au niveau donc de la Côte d'Ivoire, c'est que le baccalauréat est organisé donc par les 3 ministères. Au niveau du Bénin, c'est organisé donc par 2 ministères. Maintenant, au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a une structure effectivement qui chapeaute en fait l'organisation du baccalauréat, et toujours les diplômes sont signés par les anciens à l'université. Et nous disons que ce n'est pas vrai. Ensuite, vous avez parlé de l'espace UOMOA. Ça, c'est très intéressant. Vous voyez, je vous demande encore en tant que journaliste, essayez également de vérifier les informations par rapport à cette nouvelle réforme du baccalauréat au niveau de l'espace UOMOA. Nous avons l'impression qu'au Burkina Faso, nous sommes toujours les pionniers, les premiers, en voulant montrer en fait aux institutions donc de Bretton Woods que nous sommes donc des responsables entre griffes, nous pouvons être les cobayes de nouvelles réformes. Prenons la réforme du baccalauréat dont on parle de l'espace UOMOA. Les autres pays sont à quel niveau? C'est toujours le statu-quo. La réforme dont ils ont parlé la dernière fois là. Renseignez-vous au niveau de l'espace UOMOA. Les autres pays sont à quel niveau? Ils sont toujours au statu quo. Le baccalauréat est toujours considéré comme étant le premier diplôme universitaire. Et maintenant, comme nous sommes toujours champions donc dans les réformes au niveau du système éducatif, on va peut-être dire, bon, le gouvernement, comme vous êtes courageux, testez, on va voir. Le cas du LMD, c'est ça. Nous avons été dans le premier pays au niveau de l'espace UOMOA dans expérimenter le système LMD. La directive de l'UOMOA date de 2007. La directive de l'UOMOA date de 2007 sur l'adoption du système LMD au niveau de l'espace UOMOA. Et tenez-vous bien, en 2009, déjà, nous avons commencé à expérimenter le système LMD au niveau de l'UFR SEA SVT. Pendant ce temps, les autres pays comme le Bénin, la Côte d'Ivoire et autres étaient en train de réunir les conditions de la réussite en fait de l'application du système LMD. La conséquence aujourd'hui, on l'a vu. On s'est précipité parce que tout simplement de l'argent frais à l'époque. Parce que généralement, ce qu'on ne dit pas, ces réformes, ces nouvelles réformes sont toujours accompagnées des financements de la part des bailleurs de fonds. Donc c'est le cas pour cette réforme-là. C'est le cas donc de cette réforme-là. Donc jusqu'à présent, renseignez-vous, jusqu'à présent, au niveau de l'espace UOMOA, c'est toujours le statu quo. D'accord. Alors, pas besoin de vous demander si vous soutenez la lutte de l'AESO, le syndicat des élèves du secondaire qui a manifesté, je dirais, en milieu de semaine. On a vu la sortie de ces élèves-là, avec souvent un argumentaire assez approximatif. Je ne dirais pas que
ces élèves sont manipulés par les syndicats que vous êtes, mais est-ce qu'ils ne sont pas en mission commandée, Docteur Traoré? Monsieur le Président du tribunal, vous avez été élève. Bon, quand même, je pense que tous autant que moi, en tout cas, moi j'ai milité quand j'étais élève. Donc dire que ces élèves sont manipulés, je pense quand même c'est sous-estimé quand même. Il y a une certaine opinion qui le dit. Non, mais quelle est votre opinion en tant que journaliste? Non, c'est nous, on pose la question. Vous en tant que journaliste. Vous posez la question ici. Oui, monsieur le Président. Vous êtes bien en place. Non, c'est pas ça. Mais vous êtes le président du tribunal. Puisque après, quand vous allez trancher là, vous allez trancher en toute âme et conscience. D'accord. Oui, mais donc, pour ça. Oui. Mais donc, nous disons que nous nous inscrivons en faux par rapport à la thèse de manipulation des élèves, parce que nous tous, nous avons été élèves. Et les élèves ont quand même cet esprit donc, de discernement. Ils ont un esprit critique. Donc, et aussi quand on parle d'élèves, voyons les structures des élèves. Nous ne voyons pas en fait la masse, parce qu'ils ont des représentants. Nous avons écouté en fait les représentants des élèves. Est-ce qu'ils ont un discours approximatif? Peut-être c'est lors des micro-trottoirs, on a interviewé peut-être donc des élèves. Dans la masse, effectivement, on a constaté qu'il n'était pas, il y avait du mal à expliquer en fait donc les causes de leur manifestation. Mais quand vous avez vu donc, la correspondance donc, des élèves adressés au MLAPL, vous l'avez, mais c'est très édifiant, c'est clair. Ils ont donné donc les arguments, ils ont montré les inquiétudes par rapport à ces nouvelles réformes-là. Donc nous disons, ceux qui parlent donc de la terre de manipulation, si c'est facile de manipuler les élèves, qu'eux-mêmes ne pas les manipuler. D'accord. Juste Bougma. Oui, effectivement, on a vu la lettre qui a circulé, c'est édifiant parce qu'effectivement, ça nous édifie sur la qualité, le niveau de ceux qui l'ont écrit. Le français, il est très bien dedans, mais quand le bic rouge de certains enseignants sont passés là-dessus, on a été effectivement édifié par rapport au... Vous avez la preuve? C'est quand c'est comme ça, on demande la preuve, mais ça n'a pas été démenti. Et la lecture aussi a été laborieuse, ça au moins c'est clair. Ça au moins, c'est une preuve matérielle qu'on ait pris des gens dans la foule, c'est-à-dire dans les masses, qui arrivent à s'exprimer difficilement. On peut comprendre qu'on ne peut pas savoir qui parle bien français, mais quand le leader qui a la responsabilité de lire le papier a de la difficulté à le lire, ça c'est à la face du monde. Ça au moins il y a l'émotion. Il y a l'émotion. Je sais. Il y a l'émotion. Ce que vous dites est vrai. Oui, c'est l'émotion. Je forme en prise de parole. Voilà. Donc je connais les effets du tract. Et quand quelqu'un aussi part pour un document qu'il n'a pas lui-même préparé et qu'il ne s'en sort pas avec, là aussi ça peut se savoir. Et donc, au-delà de l'émotion, si vous préférez qu'on ne dise pas manipulation mais encadré, ça aussi on peut comprendre. Nous avons été encadrés au lycée, j'ai été encadré au lycée dans les luttes, ça oui. Certains parlent d'encadrement, je le dis, certains parlent d'encadrement, d'autres parlent de manipulation. J'aime pas trop la manipulation parce qu'on laisse comprendre que l'enfant n'est pas capable lui-même de dire je ne suis pas d'accord pour telle façon de faire, alors que non, l'enfant peut dire je ne suis pas d'accord, on l'encadre dans la procédure de sa revendication. Ça je suis d'accord parce que ça au lycée nous l'avons fait, mais c'est parti de nous-mêmes, personne ne nous a forcé pour dire ça ce n'est pas normal. Nous avons vu, on dit c'est pas normal, on vous dit mais votre méthode n'est pas bien, des gens sont venus, des élèves sont venus nous aider, ça je le confesse, mais pas de la manipulation, parce que la manipulation, il faut comprendre que l'enfant lui-même n'est même pas capable de savoir qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Tout comme dans votre bonne foi, vous avez déniché un problème, on vous manipule également à l'intérieur, ça c'est possible. Mais encadrement, oui. Maintenant, la question, est-ce que vous les avez encadrés? De toute la façon, vous connaissez... Je vous pose une question, c'est pas que je connais, dans cette émission, vous savez que depuis que la réforme il y a eu beaucoup de bruit là-dessus, nous recevons les différents acteurs, chacun à son tour et chacun dans son rôle. Vous, c'est votre tour aujourd'hui. Oui. Donc c'est pourquoi je vous pose la question, est-ce qu'ils ont bénéficié d'encadrement de vos services? C'est oui ou c'est non? Maintenant, quand vous retournez les questions... Je vais répondre à votre question, M. Bougma. Juge Bougma. Au niveau de la FSINTER, il y a une unité d'action syndicale entre les travailleurs, les étudiants et les élèves.
c'est clair, c'est net. Nous, ça veut dire qu'on ne se cache pas. Parce que c'est au regard, en fait, de notre orientation du syndicat. Parce que nous, on se dit, en tant qu'enseignants, nos intérêts matériels et moraux sont intimement liés aux intérêts, en fait, donc, de la population d'abord, du peuple. Et quand on prend la population, il y a donc les élèves, il y a les étudiants, il y a les autres donc travailleurs, en fait, des autres secteurs sociaux professionnels. Voilà. Et la preuve, en 99-2000, la lutte contre le bac au sécosse, elle était menée par qui? Elle était menée par le CINTER à l'époque, avec la coordination des élèves et étudiants du Burkina, donc qui regroupe l'UGEP et donc les associations d'élèves. Donc à ce niveau, nous on n'a pas de gêne. En tout cas, il y a une unité d'action syndicale entre nous, avec donc les élèves, les étudiants et l'ensemble donc des travailleurs qui ont donc la même vision que nous par rapport donc aux publications du système éducatif. Okay. Peut-être une dernière question, alors moi j'ai peut-être une dernière question. Certains estiment peut-être que parce que quand on parle de changement de méthode, il y a forcément des acteurs qui seront qui vont rester sur le quai. Est-ce que finalement il n'y a pas une question d'enjeu financier là-dedans? Merci bien, monsieur. C'est une question qui revient également. Oui, merci bien, monsieur le juge. Je pense que c'est vrai, c'est entre nous, il ne faut pas qu'on occulte la question, parce qu'entre nous, effectivement, il y a certains collègues qui parlent en fait de l'aspect pécunier. D'accord. Mais nous disons ceci. Nous, au niveau de la FCINTER, au regard donc de notre orientation, nous mettons toujours l'accent sur l'intérêt général. Nous ne voyons pas seulement dans les intérêts de nos militants, des travailleurs. La question qu'on se pose par rapport à ces réformes-là, quelles seront les implications de ces réformes pour notre système éducatif? Plus spécifiquement, le nouveau bachelier, là, quand il va avoir le baccalauréat en 2022, est-ce que ce sera un bac made in Burkina? Est-ce qu'avec ce baccalauréat, le jeune Burkinabé pourra s'inscrire là où il veut, dans l'espace franco, même partout dans le monde, avec dans les équivalences? C'est ça, en fait, notre préoccupation. Maintenant, et par rapport à l'aspect pécunier, nous disons que c'est subsidiaire. La preuve, si vous prenez, par exemple, la question des présidents du jury, je reviens là-dessus. Effectivement, il y a certains qui disent que, comme l'a dit un temps le juge, et qu'à un moment donné de l'organisation, on met certains acteurs de côté et on fait appel à d'autres pour venir assurer de la présidence du jury. Mais la présidence du jury, vous savez, ça fait combien de francs? Je vais le dire sur ce plateau-là. Pour les 3 semaines donc, de travail intense, l'universitaire a 250 000 francs comme indemnité. C'est un forfait pour les 3 semaines. Malgré donc son rang, malgré son titre, il a 250 000 francs. Vous trouvez que c'est peu? Non, j'arrive. C'est peu. Pourquoi je dis cela? Si vous prenez par exemple les cadres supérieurs donc, de l'administration, quand ils partent donc en mission ou autre là, ça fait 27 500 francs par jour. Mais ici, on dit non, au regard en fait donc, du caractère de baccalauréat, on vous donne une indemnité forfaitaire donc, de 250 000 francs. Et quand vous prenez le nombre des jurys, généralement, ça tourne autour de 300 jurys. Donc, ça veut dire que vous allez avoir, par exemple, au cours de chaque session du baccalauréat, vous avez environ 300 enseignants d'université qui sont donc des responsables donc, des présidents de jury. D'accord. La preuve, c'est-à-dire qu'il y a des fois même l'office du baccalauréat a du mal à trouver des gens, pas tout simplement. Il y a des gens qui préfèrent utiliser le temps à aller faire de la consultation haute là. Et ça c'est un. Deuxièmement, quand vous prenez les 300 sur 1500 enseignants à l'université, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont impliqués dans l'organisation du baccalauréat comme président du jury, ils représentent le 5e donc, du corps professoral. Donc pour vous dire que vraiment, par rapport à ces questions-là, nous trouvons que vraiment c'est des questions mineures par rapport aux implications au niveau national. Docteur Ernest Traoré, merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes responsable aux relations extérieures de la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche. Vous avez été notre convoqué du jour. Nous avons pu en tout
tout cas avoir la vision de votre syndicat sur la question des réformes engagées pour le baccalauréat et le BEPC. Nous connaissons aussi la lecture des élèves. Certainement que nous aurons peut-être le regard des parents d'élèves. Ça sera à l'occasion d'une convocation. Merci, messieurs les juges. Aujourd'hui, nous allons boucler une semaine de convocation. On se donne rendez-vous lundi pour d'autres actualités à juger. Excellente journée et merci d'être passé. Merci.